Salut à tous, bienvenue à Biarritz pour ces mondiaux. Bon, aujourd'hui Mathieu, on a 3 Français à l'eau, des super conditions apparemment. Ouais, on a 3 Français qui qui ont enfin pu s'exprimer dans des conditions top. Une houle qui était annoncée grossissante et qui est arrivée, donc avec un bon mètre sympa, vent offshore et du spectacle. Un beau match avec des sessions qui sont réduites, hein. On passe de 20 minutes à 15 minutes. Ouais, c'est assez compliqué. La houle va encore retomber, ça a été un petit peu le sujet consistant de cette semaine. Donc ils ont réduit pour essayer d'en passer le maximum. Et 15 minutes au niveau de la stratégie, ça change pas mal de choses. Bon Mathieu, lunettes noires pour Nuit Blanche, je vois ça. Hier soir, vous étiez au Cinoche, au cinéma. Pas Nuit Blanche, mais j'ai été voir 2 beaux films, dont un documentaire sur Jérémy Flores qui était très sympa. Eh bien justement, tiens, je vous propose un petit teaser, une bande-annonce de ce film, ce documentaire, vraiment sympathique. Le surf m'a emmené là où je suis. Moi, nous, enfin ma famille, moi, on vient de rien. Et le surf m'a tout apporté. Si c'était pas la Réunion, Madagascar, l'océan, ce mode de vie, je ne serais jamais là. C'est-à-dire j'ai eu des moments de dingue, comme j'ai eu des moments catastrophiques, et c'est parce que je me suis toujours recherché en fait un peu, et maintenant je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Mathieu, on commence avec une session très importante pour la France avec Vincent Duvignac qui est l'Icra rouge sur cette session. Ouais, Vincent qui est capitaine de cette équipe de France là sur ces mondiaux à Biarritz. Un surfeur super stylé, explosif et une personnalité qu'on adore, qui est vraiment top. Donc là on a un premier surfeur en blanc qui exploite cette gauche et Duvy. C'est Brandon Benjamin. Ouais. Et Duvy qui a pris une première gauche la backside mais avec un premier roller, et puis ensuite il a senti que la vague n'offrait pas le potentiel nécessaire pour bien scorer, donc il est sorti. Un petit 1,80 sur sa première vague, ce n'est pas significatif évidemment. Lui qui est le capitaine de l'équipe de France, qui a fait 2 fois quart de finaliste en WQS, l'antichambre du WCT avec les 44 meilleurs surfeurs du monde. Et par un premier roller, un petit flotteur pour passer la section, et ensuite finir avec un dernier roller. Voilà, et cette note qui va être son premier score un petit peu conséquent avec un 5,90. 5,90 exactement. Mais et là, Brandon Benjamin, le sud-africain. Ouais, la série qui va être relevée tout au long de cette série, je me répète un peu. L'Icra jaune, Lenny Jensen, l'allemand. Ah, joli premier roller, un second aussi, là il reste un petit peu en haut de la lèvre, mais il arrive à finir, rattraper la section, encore. Oh, la vague là, il a eu un bon choix de vague, de la chance, la vague qui est restée avec du potentiel tout le long, et là on voit le replay de la vague de Duvy. Oui, Jensen a terminé sa vague avec 5,77 exactement. Voilà, là on voit un petit peu la différence. On a des scores qui sont assez similaires entre Vincent et Jensen. Donc Jensen, sa vague était plus longue, il a fait plus de manœuvres, mais elle était moins explosive, moins engagée que Vincent. Du coup, on a des scores qui sont similaires. Vincent fait que 3 rollers, mais avec ces 3 rollers, il arrive à avoir un 5,90. Jensen qui retourne au travail. On a vu le positionnement drone, la lecture aussi, on va pas dire du terrain, mais du spot justement, pour bien se positionner. Ouais. À peu près sur 10 vagues, on a 3 qui sont un peu plus grosses que les autres. C'est toujours un peu pareil. Allez, maintenant on a toujours notre beau gosse Vincent Duvignac à l'œuvre, qui est 3 fois un champion de France. On l'a vu ici tenter une petite figure, c'est pas mal. Ouais, il voulait finir avec un petit reverse sur la dernière section. Bon, c'est malheureusement
pas passé. Et à ce moment-là de la série, Vincent n'est pas qualifiable. Il est troisième, il va même à un moment donné passer quatrième. Et sans la priorité, donc il va falloir qu'il joue un petit peu des coudes et de la stratégie pour essayer de se qualifier, prendre une dernière bonne vague. Il est troisième de la session pour l'instant, alors qu'on voit Mark Boyd, l'Écossais, qui est en retrait. Il n'a pas le même niveau que les autres, ça se voit, il n'est pas aussi incisif. Ouais, un choix de vague qui est pas exceptionnel, et donc potentiel sans trop de potentiel de score, pardon. Et le jeune qui continue à Jensen qui ne prend que 3 vagues sur cette session de 15 minutes avec 4,40 exactement. Et voilà maintenant Vincent Duvignac qui remet une couche. C'est sa priorité. Il ne reste plus que il restait 30 secondes. Troisième. Donc il avait la pression. En plus, comme je vous le disais, il n'avait pas la priorité. Donc c'était pas forcément à lui de partir. Mais il a réussi à trouver cette vague sous la priorité de ses concurrents. Et scorer un 8,70. Comment faire parler le métier au dernier moment. Exactement. Voilà, l'expérience. Boum, premier très beau roller avec beaucoup de gerbe, un deuxième et un troisième enchaîné, c'est super fluide, c'est top. Ouais, c'était super flippant, surtout qu'à la fin j'ai eu cette vague, j'en ai refusé d'autres, je ne sais pas ce qu'elles allaient donner et au final j'ai ramené sur cette dernière vague, j'avais pas la priorité, c'est pour ça que les deux autres qui étaient à côté de moi n'ont même pas ramené, ils pensaient qu'il n'y avait pas de potentiel. Et au final, le fait que c'est en train de remonter très très vite, finalement elle a repris un petit peu d'eau, elle a reformé et il se trouve que c'était la plus belle vague que j'ai eue, elle a bien reformé et j'ai pu enfin m'exprimer malgré la pression énorme que j'ai eue. Ouais, c'est un moment magique de sortir de l'eau et de voir tous ces supporters de l'équipe de France et toute mon équipe. C'était vraiment magique et j'étais bien ému, c'est clair. Bienvenue à Biarritz. Très heureux de vous voir. Bonsoir Madame la Ministre, merci d'être parmi nous. Quel est votre regard sur cette discipline qui amène quand même un grand bol d'air frais pour les Jeux Olympiques? C'est un symbole, c'est une joie aussi de voir aussi l'univers du surf. Ce sont des championnats du monde, mais c'est aussi une discipline qui devient olympique. Donc du coup, de toute manière, c'est des championnats du monde, des grands événements en France, il faut y être. Le petit plus, c'est qu'ils rejoignent la famille olympique. Donc ça aussi, c'est un message fort. Vous avez rencontré l'équipe de France déjà ou pas? Tout à fait. L'équipe de France, les athlètes, mais aussi l'encadrement. Parce qu'on n'est pas champion sans un encadrement. Invest a dime and you say you belong to me and ease my mind. Imagine how the world would be so very fine, so happy together. C'était juste un moment plaisant où on a fait des petites photos et puis voilà, on va les revoir, on va être à l'écoute. Votre regard d'ancien athlète sur cette discipline qui demande beaucoup d'engagement quand même? Alors l'engagement, il y a un environnement. Moi je dis respect, mais s'il faut aller chercher des médailles, il faut aussi que ces sportifs soient encadrés, performants et qu'on réponde vraiment en fait, à leurs besoins et aux besoins de l'environnement pour aller chercher aussi des médailles olympiques. Biarritz serait l'endroit choisi pour Paris 2024 pour faire les compétitions? Vous proposez? Je propose. Proposez la ville. En avion, c'est pas très loin. D'accord, c'est pas terrible. En tout cas, aujourd'hui, sur les championnats du monde, il y a une très très belle organisation et on a vu une pertinence au niveau du timing. On est allé voir aussi les juges qui disaient que effectivement, depuis le début, ils respectent en fait le timing. Donc, même les juges brésiliens étaient pour Paris 2024. Donc, du coup, on va continuer dans ce sens. En fait, le départ, c'est... Attends, vous êtes prêts? Oui. Vous ne blessez pas? C'est bon? Allez, c'est parti. Bon, on a une belle planche de surf, la siglée Paris 2024. Moi, je ne vois plus qu'une chose. Un maillot de bain et vous allez essayer quand même. Vous seriez tenté? Je vous dirais que j'ai fait en Nouvelle-Calédonie avec Christian Carambleu. Ça s'est passé comment? On a immortalisé et je pense qu'on va rester comme ça parce que là mon rôle c'est d'organiser et d'améliorer la performance pour les équipes olympiques et paralympiques, le sport bien-être. Donc du coup voilà, on va rester là. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir.
On prend un peu de hauteur pour une session encore très importante avec notre Français, Johan Dourou, Lycra jaune, champion d'Europe en 2015, que l'on surnomme Chaouche. Vous m'expliquerez pourquoi, Mathieu? Alors des fois, les surnoms, ça ne s'explique pas. Ok, donc Lycra rouge, Leon Glatzer, l'allemand. Lycra blanc, Imanol Jauregui, l'espagnol. Et puis Lycra bleu, Pedro José Fernandez Mateo de République dominicaine. Alors, ouais, Johan qui fait un in and out sur la première vague. Et là, on voit le replay. Alors, on n'a pas vu la vague en entière, on a vu juste ce re-entry avec un air reverse. Bah, c'est simple, hein, les deux premières vagues, quand il fait son refus 0,43, ensuite 6 sur cette deuxième vague. Malheureusement, on n'a pas vu le début. Et là, Imanol Jauregui qui fait partie de la jeune génération des Basques espagnols. Alors lui, c'est un surfeur très très polyvalent. Il surfe des très grosses vagues, plus petites vagues, donc c'est cool de le voir ici aussi. Et Johan qui repart. Et boum, voilà, ça c'est Johan dans toute sa splendeur. Un premier roller et un super finish explosif avec un reverse. Et voilà, c'est 7,67 à l'arrivée. Exactement. Et là, pour l'ami Pedro, ça se passe mal. Ça va être un petit peu plus compliqué, mais ouais, on va avoir vraiment deux surfeurs qui vont se détacher assez vite dans cette série. Johan évidemment et Imanol Jauregui, le basque espagnol. Qui a un fort potentiel aussi. Et petite anecdote sur Johan, j'étais avec ses grands-parents juste là tout à l'heure. Ils suivent toutes ses compétitions quand il est en Australie, aux États-Unis. Ils suivent toute la compétition toute la nuit. Je pense qu'ils connaissent mieux les critères de jugement que les juges eux-mêmes. Ils sont capables de donner les scores à chaque fois. Ils sont géniaux. Allez, c'est reparti pour Johan là qui remet une couche. Ouais, là c'est la même vague. C'est le replay. On l'a vu en drone. Exact. Et donc on voit ce air reverse explosif en fin de vague qui va lui permettre de scorer un super... non, ça va être le 7,67. Ça va être sa meilleure vague de la série, clairement. Et il prend l'avantage avec 13,67 voilà. Pour l'instant. Exactement. Allez, les lectures de la vague. Qui va partir sur cette belle gauche là? Ouais, donc c'est l'allemand avec un premier roller, un deuxième re-entry assez poussé. Ça va faire un... Ça manque un peu d'énergie sur la fin pour Leon Glatzer. On le rappelle, il n'y a que 15 minutes sur cette session pour s'illustrer avec Imanol Jauregui qui part avec un air reverse, mais ça ne l'a pas fait du tout. Et là on voit Johan maintenant, il gère sa série. Voilà, il a l'avantage, il gère, et s'il sent qu'il y a une bonne vague qui arrive, il va la prendre, mais il va pas partir sur n'importe quoi. On a dit que les séries, le temps des séries avait été réduit à 15 minutes, donc il faut vraiment être très 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 actif dès le début de la série, et puis ensuite gérer si on a les scores. Donc c'est exactement ce qu'a fait Johan. Wow, pas mal là pour Glatzer. Il fait un beau slash en haut de la vague qui revient bien à l'intérieur, et beaucoup de vitesse de la part de l'espagnol. Ouais, troisième re-entry, donc ça, super vague aussi qui va lui permettre de scorer 7,23. Exactement. Donc 3 beaux rollers bien exécutés. Vous lisez bien mon anti-sèche. Parfait. Et Johan qui part. Donc là, on l'a vu normalement en temps normal, il aurait fait une interférence, mais là, on voit des petits P1, P2, P3 à côté des scores. Et Johan avait la priorité donc sur le rouge, donc ça lui donnait le droit de partir sur cette vague sans être pénalisé. Oui, bon, les interférences, c'est un peu comme les refus de priorité au rond-point. On va pas évoquer le sujet, c'est parfois un peu compliqué en surf. Ça peut être un peu compliqué, mais c'est important pour l'équité, pour que tout le monde puisse avoir le nombre de vagues qu'il souhaite prendre. Et ça permet Johan, ça lui a permis de gagner cette série avec brio. 14 points, 84 exactement pour le Français. Il termine devant Imanol Jauregui. 13,06 exactement. Éliminé Leon Glatzer et Pedro José Fernandez Mateo. C'est joli, la marée commence à monter, donc il y a un petit push à le swell, donc il y a quelques belles vagues. Donc en 15 minutes, il y a quoi faire, heureusement. Je voulais vite commencer, je pars sur une vague fermée, donc je me suis dit, bon, j'essaie de faire un petit air pour prendre un petit score. Parce que je savais qu'à la fin, on en a besoin, comme du vu la série d'avant. C'était dur à la fin, donc je voulais commencer vite. Donc ce que j'ai fait. Allez Mathieu, maintenant je vous propose un petit voyage à la recherche d'un spot inconnu. Et il n'est pas au bord de la mer. Il n'est pas au bord de la mer, il est dans les montagnes du Pays Basque, bien caché. Parce que là se cache un projet, peut-être le projet du futur.
Tout à fait, le Wave Garden, certains en ont peut-être entendu parler, ils avaient fait une première version d'une vague artificielle et là ils ont fait une nouvelle version, ils ont sorti un clip la semaine dernière qui a cartonné parce que la vague est top et l'équipe de France est allée s'entraîner, est allée tester la vague il y a quelques jours. C'est un très bon moyen de faire progresser certains surfeurs sur des manœuvres qu'ils n'ont pas encore vraiment engrangées. Et c'est de la répétition, voilà, il y a une vague qui fait 8 secondes. Et ils vont prendre 20-25 vagues en moins d'une heure, ça n'existe sur aucun spot au monde, il faut le savoir quand même. Et pour les entraîneurs, en tout cas pour nous, c'est juste incroyable. En plus, on voit la banane qu'ils ont, là, ils sont vraiment heureux parce qu'ils ont réussi à reproduire une vague de riff quand même. Hein. Je veux dire, là, on est vraiment dans la situation d'une vague parfaite qu'on pourrait trouver sur une île. Bon, c'est toujours cool de pouvoir venir surfer ici, surtout un jour comme aujourd'hui où il n'y a pas de vagues dans l'océan. Pour pouvoir s'entraîner et répéter ces manœuvres, c'est l'idéal. J'ai dû répéter une centaine de rollers en 20 minutes et je pense qu'il n'y a pas mieux pour progresser, en tout cas ça c'est sûr. On a vachement de repères alors que normalement dans l'océan on a difficilement des repères, quoi. Voilà. Là pour le coup le sens marin et le sens mental il est moins important et on a juste à bosser physiquement sa technique, quoi. Je trouve que ça change un peu quand même, c'est pas les mêmes sensations, je pense que c'est dû vraiment à la texture de l'eau douce et l'eau de mer, c'est différent, ça flotte différemment, donc on a une approche différente. Mais sinon, une fois sur la vague, ça change pas grand chose, hein, disons que c'est tout le temps la même, donc on n'a pas trop de surprises. Et c'est vrai que dans l'océan, des fois, on est quand même surpris et c'est ça qui fait aussi que le surf c'est beau. Mais c'est super faible. Mathieu, on a pu visiter cet endroit en exclusivité. C'est un peu le Pentagone parce que, bien sûr, on pense aux Jeux Olympiques avec la piscine à vagues. Et oui, c'est sûr qu'avec l'entrée du surf aux Jeux Olympiques, la piscine à vagues peut être la solution. Évidemment, on préférait que ce soit fait dans l'océan, mais dans le sport olympique, il faut que le surf ait sa place et peut-être avec une piscine. On est tributaire de la houle, tributaire du temps. Je dirais que ça peut être ça peut remplacer le spot naturel qui serait prévu, mettons, dans un pays. Et s'il n'y a pas de vague, à ce moment-là, on bascule sur la piscine olympique. En plus, je pense qu'une piscine comme ça peut démocratiser le surf dans le monde entier. Parce qu'on a des pays qui n'ont même pas l'océan ou la mer. Donc ça permettrait justement au surf de rester, d'être pérenne dans les Jeux Olympiques. Et c'est pas plus mal. Oui, pourquoi pas. En plus, je pense qu'ils vont évoluer. On va pouvoir avoir des vagues qui vont être peut-être le double, c'est-à-dire aux alentours de 2,40 m. Là, ça devient vraiment intéressant. Bien sûr, oui. Ça, c'est pour les Jeux Olympiques, c'est le truc parfait. On retrouve à l'eau Jérémy Flores, lycra jaune. Raoni Montero, un sacré client que vous connaissez bien, un Brésilien, Mathieu. Ouais, c'est un Brésilien qui a été sur le World Tour, qui ne l'est plus, mais qui a un fort potentiel. Et Jérémy qui attaque de suite avec cette vague, avec trois bons rollers et un re-entry pour finir. On ne le répétera suffisamment pas, mais les séries ont été réduites, donc il faut s'activer de suite. Donc Jérémy, c'est exactement la stratégie qu'il a décidé de prendre. 6 points pour commencer. Et Raoni qui fait un petit peu la même chose. Là, cette vague est un petit peu moins de potentiel que celle de Jérémy. Ça va être un 4,93. Exactement. Donc on voit bien la différence. Il y a plus d'un point de différence. On voit bien. Voilà, et la deuxième vague de Jérémy. Donc Jérémy qui lit super bien cette vague, qui revient avec un cutback. Un autre roller qui va pomper à nouveau. Il sort bien sa planche. Boum.
Voilà, là, 5 super manœuvres. 7,50 à la fin de cette vague. C'est vraiment pas mal pour le champion du monde 2009. Classé 16e dans le circuit pro WCT qui compte 44 surfeurs, les 44 meilleurs de la planète. Allez, l'Icra bleu maintenant. Chase Slater, le Fidjien, rien à voir avec le grand Kelly Slater. Là, c'est 2T pour Slater. Ouais, et le Fidjien que j'ai vu à l'eau l'autre soir, et il me racontait une petite anecdote. Pour lui, ça faisait bizarre. J'avais jamais mis de combinaison de sa vie. Et là, il trouvait l'eau super froide. Et Raoni qui bataille un petit peu là sur cette vague qui a fermé, mais qui est deuxième. Voilà, c'est vrai qu'encore une fois, on a ces deux surfeurs, Jérémy et Raoni, qui se détachent clairement du reste des surfeurs. Là, on voit le replay de Jérémy. Voilà, un premier roller très vertical, un deuxième, un troisième. Non, ça c'était sa première vague, c'était le 6 points. Exactement, ça refermait après de l'autre côté. Ouais, ça c'est le 4,93 de Raoni, qui on le voit un petit peu plus poussif mais qui finit bien. Et là Jérémy, voilà, très bon bottom turn. Roller deuxième. Cutback, qui revient pour récupérer la zone de puissance de la vague. Un très bon roller avec beaucoup de spray. Et un re-entry pour finir. Et voilà, un super 7,50. Quand on ne connaît pas vraiment le surf, on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile de surfer des vagues petites ou moyennes. Ben, c'est pas évident parce que il faut énormément donner d'énergie pour garder la vitesse. La vague n'offre pas grand chose en termes de puissance. Donc il faut travailler en permanence, pomper, essayer de faire glisser sa planche au maximum pour malgré tout envoyer des manœuvres radicales. Et avoir un choix de vague à la perfection. Là, on voit la différence entre le Fidjien et les autres, et Raoni et Jérémy. À chaque fois, les vagues ont un potentiel de score bien plus important. Ouais, Chase Slater qui galère un petit peu dans l'eau là, avec des notations 0,73, 0,33, 2,10, 0,97. Enfin bref, c'est pas la fête. Allez, on avance dans cette session. Il reste que quelques minutes. Ouais, Jérémy qui est tout le temps, qui est toujours en tête, mais comme on l'a dit, Raoni est un compétiteur redoutable, il a fait partie de l'élite, il était sur le World Tour, donc attention à lui. Voilà, on le voit, boum, donc 3 jolies manœuvres. On le rappelle, session de 15 minutes, on prend les 2 meilleures notes, les 2 meilleures vagues de chaque surfeur. Chaque vague est notée sur 10 pour un total sur 20. Geroid McDade, l'Irlandais, l'Icra blanc. Et Raoni qui essaie de prendre plein de vagues. Là, voilà, encore une fois, la stratégie sur ces séries à 15 minutes. On n'a pas vraiment le temps d'attendre la bombe, comme on dit. Il faut prendre plein de vagues, tout ce qui vient. Et Montero qui est très menaçant pour Jérémy. Allez, on le voit à l'œuvre ici. Dommage. Bon, après Jérémy, j'imagine qu'il a envie de gagner cette série, mais là il est avec les scores qu'il a, il n'est pas très inquiété ni par l'Irlandais ni par le Fidjien. Avec Geroid McDade, l'Irlandais, qui essaye d'exploiter cette vague, mais qui sera ramolli. Il surfe bien, il a un bon potentiel, mais il a un choix de vague qui est pas top, contrairement à Raoni Montero là, qui part sur une très belle gauche. Là. Bon premier roller backside, un deuxième, cette vague qui reste très creuse, et un troisième super explosif avec pas mal de gerbes. Donc très très bonne vague pour Raoni. Il a besoin de 8 points pour prendre la tête, ça risque d'être le cas. Et Jérémy Flores, on va voir la confirmation, termine deuxième de cette session et donc qualifié pour la suite du programme. Ouais, il aurait certainement souhaité rester premier, mais le tout c'est de se qualifier pour la suite. Mathieu, les Français sont largement dans le coup. On espère bien voir Jérémy Flores pour un deuxième titre. C'est un peu lui le favori. Ce serait magique. Tous les Français sont dans le coup jusqu'à présent. Ils vont continuer de l'être. Jérémy, ça lui tient énormément à cœur de réussir ses championnats du monde en France, chez lui. Il est attendu. Il a un petit peu la pression parce qu'il est favori, mais il aime la pression, donc il va continuer à cartonner. Ça va aller très vite parce que demain, en fait, ce sont les finales. Le programme a été avancé. Et oui, on a dit que les séries avaient été un petit peu diminuées. C'est pour mettre à profit les bonnes conditions de la journée de demain. Dimanche, c'est un petit peu en suspens quant aux conditions. Donc on va couronner un champion du monde dès demain. Allez, rendez-vous demain 20h20 pour les finales. Ciao.